pour Angelo! Justice pour Angelo! Donc nous sommes ici pour rendre hommage à la mine pour la 12e année consécutive. Je rappelle comment la mine a été tuée. La mine a été tuée en 2007, le 17 juin 2007, entre 4h et 4h30 du matin. La police avait été appelée pour tapage nocturne dans l'hôtel Lado, rue de la Diaspora. Quand ils sont arrivés sur les lieux, ils disent qu'ils allaient tomber sur la mine. Ils se cachaient sous un véhicule en stationnement devant l'hôtel. Ils ont interpellé la mine, disent-ils, pour sa sécurité. Ils l'ont menotté sur la mine, un bras passé par-dessus l'épaule. Ils lui ont attaché des chevilles avec une ceinture de retention en cuir. Ils l'ont traîné jusqu'au point de police, posé face au fauteuil, s'est agenouillé sur lui à plusieurs. Il y en avait un sur l'épaule droite, un sur l'épaule gauche, un sur le bassin et un sur les jambes repliées jusqu'au fessier. Et probablement un autre sur la tête de la mine, mais nous ne l'avons jamais. La version officielle de la police est que la mine serait morte en overdose d'alcool, de cannabis et de cocaïne. Nous avons porté plainte 5 jours après la mort de la mine, c'est-à-dire le 22 juin 2007. Un juge a été nommé. Il a ordonné une contre-expertise médico-légale. Et les résultats de la contre-expertise disent que la mine est morte d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Donc, il ne s'agit plus d'une overdose. La version officielle est mensongère. Ces résultats sont dans le dossier depuis fin 2007, décembre 2007, 6 mois plus tard. Le juge n'en tiendra pas compte. Il va, en 2014, prononcer un non-lieu. En 2012, on va demander la reconstruction sur la scène de crime. Le juge va la refuser, au prétexte qu'ils ne pourront jamais reconstituer l'état d'excitation de la mine. Il va organiser une confrontation entre nous, la famille, et les policiers assassins, dans son bureau. Il va demander aux policiers de lui montrer comment ils étaient positionnés sur le corps de la mine. Ils vont lui montrer. C'est le greffier qui va servir de cobaye. Ils ne vont pas pouvoir menotter le greffier comme ils ont menotté la mine ce soir-là. Et ils vont le dire au juge. On ne peut pas le menotter parce qu'on risque de le blesser. Mais ils ont menotté la mine comme ça. L'arrestation de la mine a duré 30 minutes, au cours desquelles il a vomi et respiré son vomi. L'autopsie va révéler du vomi dans tout son appareil respiratoire. Les preuves scientifiques sont là. On va mener l'enquête de voisinage, on va trouver des témoins de ce qui s'est passé entre la mine et les policiers. Le juge va refuser d'entendre des témoins, au prétexte que ces témoignages n'ont rien apporté de plus au dossier, à l'instruction. Et donc, en 2014, il prononce un non-lieu, après avoir mis les policiers sous le statut de témoin assisté. Le statut de témoin assisté leur permet d'avoir accès au dossier sans être vraiment mis en cause et inquiétés. Ça leur permet de coordonner leur version officielle. Et c'est ce qui s'est passé. On va donc faire appel de cette décision de non-lieu. En 2015, la Chambre d'instruction de Paris va confirmer le non-lieu. On va encore faire appel. Et cette fois, on va passer devant la Cour de cassation, qui va mettre 2 ans avant de confirmer définitivement le non-lieu. Donc, en juin 2017, la juridiction française nie le droit à la justice de la famille Dieng et de l'ami Dieng. Le non-lieu veut dire quoi? Qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a pas lieu d'ouvrir un procès. Il n'y a pas matière à ouvrir un procès. La vie de la mine ne comptait pas aux yeux de ce juge. Elle ne comptait pas non plus
Nous nous sommes battus et nous continuons à le faire. Et nous continuerons à le faire. Aujourd'hui, notre dossier est à la Cour européenne des droits de l'homme. Et on attend la décision de la Cour. Ce combat que nous menons depuis 12 ans, nous l'avons fait pour la mine, pour obtenir justice pour la mine, mais pas que. Nous l'avons fait pour que cela ne se reproduise plus. Que d'autres familles ne se retrouvent plus jamais dans la même situation que nous. Pour rappeler la société à la vigilance, à surveiller le travail de la police. La police est armée, elle est formée pour réprimer. On a tous été éduqués avec l'idée que la police est là pour protéger et servir. C'est faux. On ne fait que le constater jour après jour. Elle ne protège pas et elle ne sert pas. Au contraire, elle réprime, elle mutile, elle viole et elle tue. Elle a le monopole de la légitime violence. Et donc, que devons-nous faire? Compter nos morts et pleurer à la maison? Non. C'est à la société civile de s'organiser pour se protéger de cette police violente et raciste. Quand on regarde la liste des victimes tuées par la police, c'est toujours le même profil. Des Noirs et des Arabes. Des jeunes hommes entre 15 et 30 ans. L'autre jour, j'étais ici dans le quartier. Ça criait, ça hurlait. Il y avait une dizaine de personnes, notamment des gamins, des mineurs. Eh bien, ils étaient en confrontation avec des policiers débattus. 2 voitures de la banalisée de la police. Ils ont embarqué le grand frère de 18 ans et un autre gamin. Il y a eu un petit attroupement et ils ont fui rapidement. Mais ils comptaient embarquer d'autres gosses encore. Si nous n'avions pas été là, ils nous auraient sûrement embarqués et sûrement blessés. C'est pour éviter ce genre de choses. Quand il y a la police, l'idée, c'est de créer un attroupement, d'appeler les gens à sortir leur téléphone et à filmer la police. Ils n'aiment pas être filmés. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas les droits élémentaires des personnes interpellées. S'ils respectaient le code de déontologie de la police et le code pénal, il n'y aurait pas de mort dans les fourgons de police ni dans les commissariats. Et qui leur permet aujourd'hui de continuer à violenter la population en toute impunité, les magistrats et le pouvoir. C'est l'État français, gauche-droite confondus au pouvoir, qui leur ont donné ce pouvoir de vie et de mort sur chacun d'entre nous. C'est eux qui les placent au-dessus des lois. Le code pénal prévoit que lorsqu'un fonctionnaire de police tue hors cadre de légitime défense, qu'il soit jugé et condamné à 20 ans de prison. Malheureusement, le code n'est pas respecté par les magistrats, par l'État, parce qu'il faut particulièrement corps et public, ce sont leurs collègues. Et donc, il ne faut pas se tirer une balle dans le pied. Et donc, c'est eux. La violence judiciaire, c'est ce qui permet aujourd'hui l'impunité. L'impunité est organisée au plus haut sommet de l'État. Si nous ne faisons rien, on risque de se retrouver comme aux États-Unis, à compter nos morts par semaine ou par jour. Le mouvement des Gilets jaunes, depuis le mois de novembre dernier, a montré, a mis en lumière ce que nous dénonçons depuis des décennies dans les quartiers populaires. Et donc, à chacun, on en appelle à chacun à prendre ses responsabilités. Personne n'est à l'abri de ce violence policière aujourd'hui. Personne, ni chez vous, ni dans la rue. Et donc, nous sommes des soldats pour notre propre sécurité. Nous n'abandonnerons jamais la lutte, tant que les victimes continueront à tomber. Nous sommes dans un pays où des personnes, où d'autres hommes peuvent décider que nos frères peuvent mourir, que nos frères doivent mourir. Nous sommes dans un pays
ou quand nos frères sortent dans la rue, quand ces jeunes hommes sortent dans la rue, on ne sait même pas s'ils vont rentrer vivants. Aujourd'hui, vous avez des enfants, vous avez des amis, on ne sait pas. En allant juste à la boulangerie, en sortant, s'ils vont rentrer vivants. Parce que cette France, ce pays, pour eux, nos frères ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de leur propre vie. Quand mon frère se fait tuer, ce jour-là, il voulait juste faire un tour de vélo, juste un moment de plaisir, le jour de son anniversaire. Mais d'autres personnes sont venues en décider autrement. La peine de mort, elle a été abolie, mais elle n'a pas été abolie pour nous. Et aujourd'hui, malheureusement, quand nous sommes là 12 ans après, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais 12 ans après, 12 années où une famille se bat, 12 ans où on se bat pour demander la vérité et la justice. Parce qu'on ne nous sommes même pas considérés comme pouvant demander cette justice-là. Nous ne sommes même pas considérés comme légitimes. 2 femmes, 6 hommes, un homme seul, non armé, qui menaçait personne, qui n'avait commis aucun délit, aucun crime, au mauvais endroit, au mauvais moment, contrôlé chaque jour de sa vie dans ce quartier par ces policiers-là, et qui ont fini par lui voler sa vie. Ils ont pris sa vie, 30 minutes de torture, jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous avons, nous la famille, été prévenus 36 heures après le meurtre de Lamine, alors que ça s'est passé à 500 mètres du domicile familial. Que les policiers qui l'ont tué le connaissaient, ils l'avaient identifié. Il avait une moto qui a été identifiée également. Mais ce sont les 36 heures qui ont été utiles, nécessaires, pour monter leur version mensongère. Et venir nous dire, oh, il est mort d'une overdose. Bon, il est mort tout seul, c'est lui qui s'est tué lui-même. Eh bien non. Nous avons porté plainte. Nous nous sommes constitués partie civile. Le juge a ordonné une contre-expertise médico-légale qui a établi définitivement que Lamine est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Cette même contre-expertise médico-légale va révéler 40 hématomes, des pédéchies conjonctivales, seule preuve externe d'une strangulation, d'un étranglement. Jean-Wolf Mertens va avouer dans une de ses dépositions qu'il a fait une crise d'étranglement à Lamine avec sa matraque, mais ça n'a eu aucun effet sur Lamine parce qu'il n'est pas humain, bien sûr. L'enquête sur elle-même, le résultat on le connaît, c'est un déni. Les magistrats qui prononçaient non-lieu, c'est également un permis de tuer et un déni de justice manifeste. La vérité ne suffit plus pour obtenir justice dans ce pays. Que faut-il faire pour que la loi s'applique à tous de la même manière? Pour que la loi s'applique à tous d'une manière égale? Pour que nous soyons tous égaux devant la loi, pour que personne ne soit placé au-dessus des lois, que le code pénal soit respecté par les magistrats. Eh bien, la société civile, il n'y a que nous, il n'y a que le rapport de force avec l'État qui permettra l'égalité devant la loi. C'est ce que nous demandons, l'égalité devant la loi. Pas de traitement de faveur, pas de régime d'exception. Nous voulons l'application du code pénal pour tous. C'est ici que tout se passe. Qu'il menotte Lamine, qu'il le torture, qu'il le traîne sur cette longueur jusqu'au fourgon de police, qu'il le pose face contre terre et qu'il s'agenouille sur lui jusqu'à ce qu'il meure. Il y avait des témoins dans les bâtiments. Ils n'ont pas été entendus par le juge parce que le juge considère que leur témoignage n'apportera rien de plus à l'instruction. Il peut décider ça sans même savoir ce que les témoins vont raconter. C'est pas extraordinaire ça quand même? C'est formidable. Donc, ce magistrat est complice du meurtre de Lamine Diagne. Et il mérite d'être poursuivi lui aussi. Nous allons observer une minute de silence.
Mon père va faire la prière. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والصلاة والسلام على المرسلين السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bonne grâce à tout le monde, je remercie aussi tout le monde. Ceux qui est là, ceux qui n'est pas là. Ceux qui est avec nous, notre cœur, ils sont pas là. On remercie à tout le monde. Ça fait 12 ans, vous êtes derrière nous. On ne peut pas vous payer. C'est Dieu qui vous paye. Dieu qui nous paye. Dieu qui nous paye. Merci beaucoup.